Vous vous rappelez de ce film d'Étienne Châtilliez en 1988, La vie est un long fleuve tranquille? C'est parfois ce que nous vivons. Le travail, l'amour, la famille, tout nous réussit. Notre invitée, Paulette, va vivre ce même idylle. Carrière internationale, voyages, rencontres, événements festifs, famille heureuse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais un événement tragique vient chambouler son existence et sa manière de percevoir ce monde qui l'entoure. Paulette nous partage son histoire inspirante. Bonjour Paulette. Bonjour Philippe. Heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Merci pour cette belle invitation aussi. Alors Paulette, peut-être plusieurs de nos éditeurs te connaissent, ou en tout cas ceux qui sont dans l'Église adventiste te connaissent. Tu es membre de l'Église adventiste à Montpellier. Oui. Tu es en charge dans cette église-là du ministère auprès des femmes. Et puis depuis maintenant, je crois, un an et demi, tu as été nommé aussi dans ce ministère des femmes auprès de l'Union franco-belge. Oui, tout à fait. Voilà, le territoire de Montpellier était trop petit, il y avait besoin de plus d'espace. Et là, je suis partie, voir des horizons encore plus larges. Des pays différents, que ce soit en Belgique, Exactement. au Luxembourg ou en France. Paulette, tu es une voyageuse. Et oui, alors il faudrait peut-être croire que Dieu, il a toujours un plan pour nous, parce que là, de partir aussi à l'Union, ça me permet de continuer de voyager. Alors, tu es originaire d'une très belle île dans les Caraïbes. Oui, je suis de la Guadeloupe, née en Guadeloupe. Tu as grandi en Guadeloupe? J'ai grandi mes 17 premières années. Ensuite, je suis partie sur Paris pour faire mes études. Et depuis, voilà, quoi, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis dans l'Hexagone. Donc tu as vécu beaucoup plus dans l'Hexagone que finalement maintenant aux Caraïbes. Beaucoup plus, oui, bien sûr. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait un master en administration économique et sociale. Voilà, en administration d'entreprise. C'est une formation pluridisciplinaire. Donc qui a un lien avec l'économie, le droit et le social. D'accord. Ton parcours d'étudiante se passe bien. Tout à fait. Et puis un jour, il y a la rencontre avec un homme. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et oui, bien, parce que c'est vrai que c'est bien pendant mes études que je rencontre mon futur mari. Et donc, une vie superbe où on se rencontre lors d'une petite soirée étudiante. Et voilà, pour faire court, on se marie, on est parti vivre aussi en Allemagne. Ah oui, là, tu as fait très très court. Ah oui, trop vite peut-être. Oui, alors on va revenir en arrière. Je sais que tu es impatiente, un peu de stress peut-être. Tu rencontres Joël, on va le citer, qui deviendra ton mari, dans cette soirée étudiante. Mais Joël, il est étudiant à Paris? Alors lui, il n'est pas étudiant, mais oui, étudiant et en même temps en formation parce qu'il faisait des études de prothésiste dentaire. Ouais. Je crois qu'il était déjà prothésiste dentaire puisque c'était une formation diplômante. Et en même temps, il faisait aussi sa passion qui était le handball. Donc j'ai un mari qui a été un grand sportif de haut niveau. J'ai eu l'occasion d'assister à des matchs avec lui. Alors c'est vrai qu'avant d'être un sportif de haut niveau, il a d'abord été ce joueur qui a joué en première division et donc où parfois j'allais voir des matchs avec lui à Bercy où il me disait, tu sais quoi chérie, un jour c'est moi qui vais être là, c'est moi qui chanterai cette Marseillaise. Et lui il avait son objectif et qu'il a réussi à atteindre. Alors, donc voilà. Comment toi, tu es jeune fiancée, jeune mariée, Joël te dit, voilà, moi j'aimerais être sportif de haut niveau. À ce moment-là, toi, tu te dis quoi au juste parce que tu es croyante, tu étais engagée dans l'église déjà à l'époque. Comment toi, tu envisages les choses à ce moment-là? Alors, il m'avait évoqué en fait il a fait une réflexion en me disant, je me rends compte, parce qu'on n'était pas encore mariés, Oui. il m'a dit, toi tu es une femme chrétienne, parce que c'est vrai qu'au départ on n'en avait pas tout de suite parlé. Oui, il faut le dire que Et lui là, n'était pas non plus croyant. Lui à il l'époque. n'était pas croyant. Alors je ne dirais pas qu'il n'était pas croyant,
il croyait en Dieu, mais il n'était pas adventiste. Ouais. Et il s'est avéré que dans notre rencontre, il m'a dit il y avait quelque chose de spécial que je trouvais en toi, qui était... j'arrivais pas toujours à le définir. Alors, quelque part, je lui ai dit, mais je comprends pas ce que tu me poses comme question. Jusqu'à ce que j'ai fini par lui dire, bah écoute, je suis chrétienne. Je me disais bien que toi, tu avais quelque chose de pas comme toutes les filles. Et c'est parti de là, et il est venu avec moi à l'église, et il a aimé. Il a fait des études bibliques, et je me rappelle encore, il y avait Carl Johnson qui faisait aussi de grandes conférences. Il a assisté et il a voulu aussi se faire baptiser. Mais c'est vrai que le problème, c'est que en tant que sportif de haut niveau, c'était pas toujours possible d'avoir ces samedis. Et donc, ça n'a pas été possible pour lui à Paris. Mais je lui ai dit, il m'a fait cette réflexion pour revenir à ce que je disais tout au début. Il me disait, mais je ne comprends pas, pour être de ta grande famille spirituelle, il faudrait être que fonctionnaire, et je ne comprends pas. Donc il m'a fait bien rire, et je lui ai dit, tu sais, laisse parler juste de ton cœur et fais ton expérience avec Dieu, et c'était ce qui était le plus important. Toi, tu étais OK avec ça? Moi, j'étais OK avec ça. OK. Vous avez cheminé ensemble spirituellement, tu viens de nous le partager. Et puis, votre vie, elle va quand même être bouleversée, parce que petit à petit, lui, sa carrière monte en puissance, avec différentes sélections, que ce soit au niveau national, tu l'as dit, au niveau dans l'équipe de France aussi. Toi, en tant que femme, à ce moment-là, tu avais ta carrière, tu envisageais ta carrière professionnelle. Est-ce que tu as eu le sentiment que tout d'un coup, ça s'arrêtait pour toi, ou au contraire, tu dis, non, ça fait partie du projet, ce qui est en train de se vivre et de se mettre en place? Moi, j'avais fini mes études, j'avais été diplômée, j'avais eu une belle carrière quand même, parce que j'avais commencé à travailler en tant que gestionnaire en assurance à la Fédération nationale de la mutualité française. J'étais au siège social, j'avais un super poste. Et donc, après un an, Joël, il a eu cette proposition de partir en Allemagne. Et c'est là où j'allais le voir. Et ensuite, t'as pas déménagé tout de suite avec lui? Je n'ai pas déménagé. D'accord. Parce qu'après, on a envisagé de se marier. Okay. On avait 27 ans. Et donc, j'allais le voir au début en Allemagne. Je faisais des allers-retours jusqu'à ce qu'il me dise, tu sais quoi, chérie, je pense qu'ils m'ont proposé encore de signer 2 ans. Et je crois que je vais rester. Et là, on a envisagé de se marier, de pouvoir créer notre petite vie de famille. Et ensemble, j'ai démissionné de mon poste. J'ai mis en stand-by ma vie, ma carrière professionnelle, et je suis partie avec mon mari le rejoindre en Allemagne. C'est un choix facile, ça, de démissionner pour suivre ton conjoint dans un pays où tu ne parlais pas la langue à l'époque? C'est quand même un déracinement aussi, non? C'est vrai, c'est un gros challenge. Je me suis dit, allez, 2 Français black, en plus à Magdebourg. Et vous savez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça à Magdebourg. C'était quand même la DDR-Zeit, donc ce temps de l'Allemagne de l'Est, cette Allemagne beaucoup plus dure, cette Allemagne qui était un peu moins ouverte culturellement, mais par rapport aux autres, avec toute leur histoire, avec le mur de Berlin. Et ça a daté de pas si longtemps, où il y avait justement cette ouverture à l'autre. Oui, j'ai eu très peur, j'ai eu beaucoup de... Alors, je dirais que lui, Joël, mon conjoint, il était vraiment celui très curieux, pas de frontières dans la tête, et de vouloir vraiment vivre aussi autre chose. Alors, je me suis laissée aussi porter par cette confiance qu'il avait aussi, et de me dire, allez... on est tous les enfants de Dieu, et de faire confiance aux promesses de Jésus. Bon, c'est très courageux. En tout cas, c'est presque, on pourrait parler d'un saut de la foi aussi qui s'est passé à ce moment-là. Donc, vous arrivez à Magdebourg. Magdebourg. C'est à peu près 1 heure de Berlin, je crois, de voiture. Tu as dit, on l'a tristement parlé malheureusement dans l'actualité en fin 2024, par cet attentat terrible qu'il y a eu. Tout à fait. Magdebourg, vous y êtes resté combien d'années?
Alors, Joe, il était parti les 2 premières années. Et ensuite, il a fait 10 ans. Moi, j'ai fait 8 ans. Parce que c'est vrai que c'est la deuxième année. À partir de la deuxième année, je suis allée. Après mon mariage, je me suis vraiment installée et on s'est posé. 8 ans, quand on est jeune marié, vous allez devenir parent là-bas aussi. Oui. 8 ans, c'est toute une vie que vous avez fait là-bas. C'est une belle et grande vie parce que à Magdebourg, j'aurais presque tout vécu. D'une part, le baptême de mon mari, donc j'étais très heureuse. Et j'ai envie de dire merci encore à Franck Gelk, qui était justement ce pasteur et qui était trop fier en fait d'avoir un champion, d'avoir un homme qui attirait tous les jeunes aussi à l'église et toutes les expériences vécues. J'ai vécu, la naissance de mes enfants dans cette ville et j'ai rencontré des Allemands extraordinaires qui sont encore là dans mon cœur et que je vais voir régulièrement, au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Donc c'est extra. Je suis tombé sur la vidéo du départ de Joël. Oui. Des remerciements du club au moment où il quitte le club, sa fin de carrière en fin de compte. C'est sacrément émouvant, hein. Vous pouvez taper sur YouTube directement cela pour les auditeurs. Tapez Joël Abati, Marc Debourg, et vous verrez cette vidéo. Quand on voit cette vidéo, on te voit aussi dans la vidéo, bien évidemment. Moi, ça me fait frissonner. Je m'imagine ce moment aussi magnifique et en même temps joyeux d'un nouveau départ. Parce qu'on l'a évoqué rapidement, il y a une carrière aussi nationale, internationale. Vous voyagez beaucoup, tu aimes les voyages, il y a les compétitions qui s'enchaînent, que ce soit dans le club qui évolue au niveau européen, mais que ce soit aussi dans l'équipe de France, où là, il va y avoir des victoires aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, enfin voilà, je veux dire, vous avez voyagé de partout. Votre vie, elle est plus que lancée. Vous êtes heureux, mais il y a ce déracinement de rentrer dans l'Hexagone. Comment ça se vit? Comment toi tu le vis à ce moment-là? Comment les filles le vivent? Tes 2 filles. Là, j'imagine, ça fait appel à pas mal de choses. Oui, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de souvenirs, mais des souvenirs heureux parce que Magdebourg a été, je dirais, notre ville de cœur, notre ville d'adoption, où on a grandi ensemble, où on a resserré énormément de liens parce qu'on a créé notre petite famille. Et quand on est déraciné, on compte l'un sur l'autre. Et ça, je trouve ça très fort. Et derrière, j'ai rencontré une famille chrétienne aussi. Et ça m'a fait du bien. Mes enfants étaient au kindergarten. Ils étaient trop bien. Les femmes qui s'en occupaient, kindergarten, c'est un petit peu notre jardin d'enfants, voilà. Parce que les enfants ne vont pas à l'école avant l'âge de 6 ans, donc jusqu'à l'âge de 5 ans et demi, ils sont encore dans cette forme de jardin d'enfants. Et ça a été très dur parce que Paola, qui est ma première fille, alors j'ai 2 filles, Paola et Chloé. Paola, ce qu'on appelle le Millennium's Baby, elle est née le 1er janvier 2000. Donc extraordinaire, et c'était le premier bébé de la Sachsen-Anhalt, donc de la région, donc de Magdebourg. Ça fait aussi la une des journaux. Alors je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu me proposes comme ça, comme plan? C'est extraordinaire, une vie heureuse, une vie pleine, enrichie. Et c'est vrai, après cette carrière, il a eu le choix, Joe, d'avoir 2 propositions, de partir à Montpellier, ou 3 propositions, de rester à Magdebourg, de partir à Montpellier, ou une proposition sur Paris. Et là, il me demande, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Il aime bien s'appuyer un petit peu sur ce côté un peu plus rationnel, peut-être posé, réfléchi, et je lui ai dit, écoute, je ne suis pas allemande, je voudrais que mes enfants connaissent cette vie aussi de leur culture française, et aussi retrouver mes proches qui étaient en France. Et c'est comme ça qu'on a fait le choix de partir à Montpellier. Et donc voilà. Vous arrivez à Montpellier, là vous trouvez une maison. Vous pouvez vous établir et recréer ce cocon, il est là, ce cocon familial, il est là, il s'est simplement déplacé.
Et vous vous établissez à Montpellier. Ça se passe bien, cette installation à Montpellier? Ça se passe bien parce que c'est aussi la continuité un petit peu de tout ce qu'on a vécu. Parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous, parce que ce serait trop long, mais de vous dire tous les voyages, toutes les grandes invitations qu'on a eues. Parce que c'est vrai que moi je suis partie, j'ai été à l'Élysée, j'ai été reçue parce que les femmes sont aussi mises à l'honneur lors de victoires, de médailles. Donc j'ai rencontré le président Jacques Chirac, qui était d'ailleurs en cohabitation avec Lionel Jospin. Et cette expérience a été vraiment très très forte. Et aussi Nicolas Sarkozy. Et cette invitation à l'Élysée, mais de faire aussi des choses extraordinaires, de me rendre compte que... que Dieu, malgré en fait tout le parcours, pas malgré le parcours, mais plutôt que à travers ce parcours, j'ai pu être dans des lieux où j'ai eu l'occasion un peu de parler de lui. Et je voudrais juste raconter une toute petite expérience avec notre entraîneur national, Claude Onesta, où on était partis. Les femmes sont toujours confiées, donc je parle vraiment d'une histoire qui m'est propre. Et Claude, on était partis à La Réunion. Et là, on a fait les visites en hélico des cirques de Mafate et extraordinaire. En fait, on avait des hélicos qui étaient privés et on partait par groupe de 4 et ça tournait. Et là, Claude qui me dit: Popo, tu sais quoi? Moi, je pars avec toi. Tu sais, je ne crois pas en Dieu, mais en tout cas, si ton Dieu, il existe, j'aurai plus de chances de pouvoir pas me cracher. Et ça, j'ai trouvé ça fort. Et vraiment, c'était des moments qui étaient extraordinaires. Et parfois même, quand avec les autres femmes de joueurs, avec aussi les joueurs, mais des fois, c'était juste de pouvoir évoquer pourquoi est-ce qu'on va être dans cette gratitude, parce qu'on n'a pas les choses comme ça. Même si on ne peut pas les nommer toujours de cette puissance, des choses que nous, on ne maîtrise pas, même si vous ne le nommez pas Dieu, mais moi, c'est mon Dieu. Et donc, voilà, c'était des petits canaux comme ça que j'avais, qui me permettaient d'échanger ma foi avec ce groupe un petit peu d'élite, un peu à part. Donc, j'ai envie de dire que, ouais, une puissance de Dieu quand même dans mon parcours de tout ce qui était vraiment extraordinaire, et je le remercie pour cela. Alors, quand on t'écoute, on peut se dire: oh, quelle chance, ils ont vécu plein de choses, plein d'expériences, à la fois des rencontres, des voyages, des témoignages de vie. Donc, c'est génial, la vie est dorée quelque part. Ouais. Mais tu souhaitais nous partager, quand tu arrives à Montpellier, quelque temps après, Et oui. vous achetez une maison. Enfin, quand vous êtes arrivé, vous avez acheté cette maison. Et là arrive un moment un peu dramatique de ce parcours qui, tout d'un coup, devient quand même beaucoup plus difficile. Oui, c'est vrai. Donc, quand tout va bien, on ne se rend peut-être pas compte qu'il y a aussi parfois des choses bien plus compliquées de la vie. Et j'aimerais partager avec vous vraiment une épreuve qui a été très, très dure, assez traumatisante dans ma vie. Et pas que ma vie, mais la vie aussi de mes enfants, la vie de mon conjoint, et qui permet quelque part de relativiser aussi après, et d'avoir après un autre regard sur ce qu'est la vie. Votre maison, tout simplement, prend feu. Et là, dans la panique, enfin dans la précipitation, dans l'urgence de cette maison qui prend feu, tu récupères tes filles, vous sortez de la maison et tu assistes complètement impuissante à cette maison qui s'embrase et qui est complètement détruite. Très, 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 très dur, parce que c'était un mois de février. Il faisait, si je ne me trompe, alors je ne me rappelle plus vraiment la date précise, mais en tout cas, il devait faire au moins 16, moins 15 degrés, presque improbable. Dans le sud de la France. Et ça, c'est le souvenir que tu en as, ou c'était réel moins 16? C'était réellement ça. D'accord. C'était réellement ça. Où
dans la nuit, il est 2 heures à peu près, entre 1h30 du matin, 2 heures du matin. J'entends un bruit, une alarme, quelque chose qui sonne, et je dis à mon conjoint, Joël, il y a quelque chose qui sonne, c'est bizarre. Et je sens une odeur. Et là, il se lève en sursaut, il me dit, il voit qu'il n'y a pas de lumière. Et je sais que les hommes, ils sont toujours prévoyants. Je crois qu'il avait juste une petite lampe de poche. Et il va, et là, il me crie, Paulette, sors de cette maison, tu prends les enfants, va chez les voisins, il faut appeler les pompiers, la maison, elle brûle. Et là, j'ai l'impression que je ne comprends pas. Je dirais plutôt, oui, impossible. Je prends mes filles, impossible de sortir de cette maison. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort qui m'habite parce que je connais, c'était une toute petite maison qu'on avait achetée, qu'on avait rénovée, qui était vraiment à notre goût. Et là, j'essaie de sortir de cette maison, impossible de trouver, la grande panique. Je finis par trouver la porte de sortie, mais je crois que c'est vraiment le désespoir, la panique, la peur, l'incompréhension. Chose incompréhensible pour moi. Et on finit par justement sonner, je finis par sonner chez les voisins et qui appellent les pompiers qui arrivent et qui finissent par maîtriser ce feu. Alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que il y a ce trauma qui reste, il y a cette incompréhension. Vous avez su quelle était l'origine du sinistre ? Je pense que c'est quelque chose qui a dû court-circuiter et qui, en même temps, on avait mis aussi une cheminée et, qui venait en fait des combles, du faux plafond. Donc, ça a été assez dur. Alors, déjà, toutes ces démarches, mais je ne vais même pas rester là-dessus. Mais c'est de me retrouver avec mes 2 enfants, mon mari, quand moi j'ai eu une vie si extraordinaire et presque de me sentir presque démunie, nue, sans rien. Et je me suis rendu compte que quand on n'avait pas aussi un droit pour protéger sa famille, qu'on était presque perdu. Mais la vie, elle s'arrêtait pas qu'à cela. Mais à ce moment-là, vous vous retrouvez sur le trottoir, littéralement, avec juste ce que vous aviez sur vous. Quasiment tous vos biens ou tous vos biens sont détruits, je crois. Au moins 75%, on a tout perdu. Après, on ne se rappelle plus de ce qu'on avait, tellement que c'est traumatisant et que... Et là, dans ce moment, on pourrait dire au plus bas, toi, tu vas être capable, enfin, vous allez être capable, mais tu vas réaliser après la bénédiction que vous avez avec vos voisins qui sont autour de vous. Oui, tout à fait. C'est cette expérience de vie qui est très riche parce que je me dis souvent, alors j'ai une famille chrétienne, certes, mais le jour où ça s'est passé, c'était un dimanche. Alors ça sera un lundi matin parce qu'il était 2 heures du matin. Ce sont les premières personnes que j'ai pu trouver qui étaient en face. C'était mes voisins. Et j'ai senti cette puissance. J'ai senti cette force qu'avaient les autres, l'amour qu'ils avaient. Parce que ma voisine, elle nous a libéré 2 chambres. On a habité pendant peut-être 2 semaines, je ne savais même pas. J'étais tellement perdue, je pense que j'avais aucune réalité en fait de ce moment. Parce que quand on perd tout, quand on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. Même je me suis demandé, mais pourquoi Dieu me fait vivre une épreuve pareille ? Alors j'allais te demander justement, parce que souvent on peut se poser la question, quand on a eu la vie dorée, comme tu l'évoquais, comme tu l'as présenté au début, que là tout d'un coup vous perdez tout. En tout cas, vous perdez tout. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts corporels, mais vous perdez vos biens, vous perdez votre maison. Il y a eu cette question à un moment donné que tu t'es posée. Pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Oui. Je n'avais pas tout de suite de réponse. Ce que je voyais d'abord, c'était j'ai tout perdu. Je ne comprenais pas. Mais
quand la tension elle est descendue, il y a une chose après que j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'on avait tout gagné parce on était tous les 4 vivants. Et ce jour-là, j'ai pris mes 2 filles avec Joël et j'ai dit, vous savez quoi? Dieu nous a gardé l'essentiel. Maman, elle est là, Paola, Chloé, tu es là, Pao, tu es là, papa, il est là. Et cette maison, on la reconstruira, c'est pas bien grave, on a l'essentiel. Et ça m'a permis quand même de me dire que s'il y en avait un qui était pas là, ça aurait peut-être tout changé. Il manquerait toujours une pièce du puzzle. Et ce puzzle-là, on va pouvoir reconstruire et faire quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être cette expérience riche que j'ai aussi et cette rencontre avec ses voisins. Parce qu'il y a quelque chose de fort. Ils se sont organisés. Je ne le savais pas. Ils sont allés chez moi. Ils ont récupéré tout ce qui était récupérable. Ils les ont lavés sans que je le voie, sans que je le sache. Sans même peut-être que je voyais des mouvements, mais je n'étais pas consciente. Je ne voyais rien. Et tous les soirs, on était invités à dîner chez un des voisins. Au début, c'était eux qui m'ont passé des vêtements pour pouvoir m'habiller. Autant de choses, autant d'expériences, autant une expérience de vie très forte qui m'a permis de considérer, de mettre l'eau à sa juste place, à sa juste valeur et de voir aussi quel cœur qu'on peut avoir, quel amour et qu'on peut être vraiment une perle, quel qu'en soit qui on est. C'était extra. Le regard que tu portes sur ce moment un peu tragique, sur ce moment tragique, aujourd'hui, il est plutôt positif. Tu as été capable rapidement de voir la bénédiction d'être tous les 4, d'être vivant. Mais ton regard au matériel a changé. Tu me disais hors antenne que tu as changé après cet épisode-là. Oui, ça a changé beaucoup mon regard. Alors, je ne dirais pas qu'on n'aime pas son confort, je ne dirais pas du tout, c'est pas du tout ma pensée, mais j'ai envie de dire que le matériel, il est là, il passe, mais je crois que en prenant de la distance, on se rend compte que c'est pas ce qui nous rend heureux, c'est pas ce qui fait notre vie, c'est pas l'essence même de la vie, mais ça sera plus cette rencontre avec l'autre, ce que on peut partager, ce qui fait qu'on ait ce cœur qui bat. Et c'est peut-être ces sentiments, ces émotions qui sont forts, qui restent chez moi le moteur de cette toute-puissance, de cet amour du Christ. Tu as préparé un texte qui t'est cher et que tu voudrais nous partager. Oui, je voudrais partager dans Ecclésiaste 7 et le verset 14, un verset qui nous dit, alors il y a plusieurs versions, mais je vais prendre une version que j'aime beaucoup, qui dit... Alors, non, je lirai d'abord la version Louis II qui dit « Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis ». Et j'ai lu une autre version qui était très simple, qui disait « Quand tout va bien, sois heureux et quand tout va mal, réfléchis ». Donc, c'est vrai que ce verset me permet de comprendre que la vie est un cheminement. La vie, elle est... Les choses heureuses sont importantes parce que ça nous permet d'avoir de la force, beaucoup plus d'énergie pour que demain, quand il y a aussi autre chose qui n'était peut-être pas prévu dans notre projet de vie, que cette autre chose, il soit vu sous un autre angle parce que quelque part, il nous permet de grandir. Donc, quand ça ne va pas, réfléchis, non pas de pouvoir être dans ce sentiment de se plaindre, mais plutôt de se dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre
Donc d'avoir aussi ce temps de gratitude, parce que je pense que c'est cette gratitude que j'ai, que les voisins justement m'ont permis de développer encore plus, parce que je le dirais merci à ces voisins qui m'a permis quelque part de revoir ma vision et de considérer en fait ce cheminement, de reconsidérer le malheur comme étant une fatalité, mais plutôt un parcours de vie qui va renforcer ce qu'il y a de fort déjà chez moi. Merci beaucoup, Paulette, pour ce témoignage, d'avoir osé parler de ce moment douloureux de ta vie, mais de nous avoir mis au bénéfice de comment toi tu en as tiré une expérience et une leçon de vie aussi. Et je te propose d'aller écrire ça sur notre mur des témoignages. Merci. Merci à toi, Philippe.